clairement pas de gradient Veno-Hortel en CO2, puisque même si je suis convaincu que ça peut avoir un intérêt clinique, et que ça a un intérêt clinique, probablement qu'il est un peu tôt aujourd'hui pour pouvoir le retenir dans une approche globalisée ou intégrée de la prise en charge. Et il y a certainement en tout cas des choses qu'on peut faire beaucoup plus simplement et de façon beaucoup plus pragmatique chez nos patients au quotidien. Alors vous allez revoir un certain nombre de diapos qu'on a vus pendant ces 2 jours. Hein. La première information qui me semble importante, c'est celle qui consiste à prendre en compte, ou en tout cas à garder dans un coin de nos têtes qu'on a certes tous du talent, on a du talent, c'est indéniable, mais que par contre nos patients, force est de constater qu'ils continuent à payer le prix de notre talent, puisque la morbidité aujourd'hui elle reste anormalement haute, voire la mortalité anormalement élevée. Je vous renvoie aux datas de l'étude ESOS où effectivement, malheureusement, en tout cas pour ce qui concerne notre petit pays qu'est la France, on n'est pas si bon que ça, puisque quand on regarde la mortalité de nos patients français, on est aux alentours de 3%, et qu'à titre personnel, je considère que d'annoncer à nos patients qu'ils ont un risque de vivre à la sortie de leur intervention, en tout cas de ne pas sortir vivant de l'hôpital, à hauteur de 3%, ça reste un vrai souci. Et l'étude ESOS, elle a au moins cet avantage-là, c'est de nous alerter sur des choses que l'on pensait pas être du tout le cas, puisqu'on ne pensait pas, quand l'étude est sortie, qu'on aurait de telles mauvaises surprises. Alors sans parler de mortalité, alors si juste cette diapositive, puisque vous savez qu'il y a tout un débat aujourd'hui sur l'intérêt et la plus-value de la poursuite d'une optimisation potentiellement en post-opératoire. Est-ce qu'il faut poursuivre pendant les jours ou les heures qui suivent la fin de l'intervention chirurgicale ces stratégies d'optimisation hémodynamique? On n'a pas de message très clair, en tout cas je n'ai pas de message très clair à vous apporter. Il n'y a pas tant d'études que ça qui se sont intéressées aux stratégies d'optimisation per et post. Il y a des stratégies d'optimisation post qui ont été mises en place avec des résultats qui ne sont pas très évidents, en tout cas pas très en faveur. Per plus post, il n'y a pas tant de data que ça. Et la question connexe, c'est qu'est-ce qu'il faut faire de nos patients à la sortie de l'intervention chirurgicale? Est-ce qu'il faut les admettre en réanimation, pas les admettre en réanimation? Est-ce qu'il faut les admettre en soins continus, pas en soins continus? Est-ce qu'on peut se permettre de les laisser repartir en service de chirurgie? Sous quelles conditions? Ce qui est sûr, c'est que quand on regarde les datas de l'étude ESOS, qui sont décédés, parmi la totalité des 46 et quelques mille patients, il y en a une très très faible proportion d'entre eux qui étaient admis en unité de soins continus ou en réanimation. Non pas qu'ils ne seraient pas décédés s'ils avaient été admis en réanimation, mais aujourd'hui, au-delà de l'optimisation, il faut aussi probablement réfléchir à la façon dont on l'a fait, cette optimisation, après la chirurgie, et ce qu'on fait de nos patients également à la sortie du bloc opératoire. Et il y a certainement largement à s'améliorer également sur ce point de vue-là. Autre donnée que vous avez certainement vue, ça c'est un peu la petite sœur de l'étude ESOS, c'est l'étude ISOS, qui elle fait un point sur la morbidité post-opératoire, donc un peu le même type de design, c'est une étude de cohorte observationnelle, multicentrique, vous voyez, 27 centres, 27 pays, pardon, 44 et quelques mille patients également, plus de 400 hôpitaux qui étaient inclus dans cette analyse, étude de cohorte sur 7 jours, un peu comme ce qui avait été fait dans ESOS. Et ils ont évalué le pourcentage de patients ou le nombre de patients qui développent des complications, on ne parle pas de mortalité mais de complications cette fois-ci, et 1 sur 6 développe des complications avant sa sortie de l'hôpital, et parmi ces patients, 1 sur 35 va mourir des suites de ces complications sans même sortir de l'hôpital. Et donc c'est clairement sur ça qu'il faut qu'on se concentre aujourd'hui, et c'est tout l'enjeu de notre discipline de médecine péropératoire que d'essayer de mettre en place des stratégies visant à essayer de réduire la survenue de ces complications, parce qu'une fois que les complications sont initiées, là par contre on a vraiment besoin de notre talent pour le traitement de ces complications. L'enjeu il est plutôt sur la prévention de ces complications. Alors bien évidemment le risque, il n'est pas le même en fonction des types de chirurgie. C'est sûr que quand on est opéré en chirurgie cardiaque, c'est pas la même chose que d'être opéré sous l'echo régional d'un hallux valgus, on est bien d'accord. Qu'aujourd'hui le risque on le connaît, on le comprend un petit peu mieux. Il y a certaines chirurgies qui sont particulièrement à risque de complications, et la connaissance de ces typologies de chirurgie doit être mise également en parallèle de la typologie de patients auxquels on va proposer en priorité ces stratégies d'optimisation hémodynamique. Et à la fin, je vous proposerai un espèce, pas un arbre décisionnel, mais un espèce de tableau récapitulatif de ce que je pourrais moi proposer, même si c'est bien évidemment très discutable, de ce qu'on peut mettre en place en fonction des typologies de chirurgie, des typologies de patients comme stratégie de monitorage.
Alors l'incidence des complications, c'est pareil, elle est un petit peu mieux connue aujourd'hui. Il y a certaines complications qui sont très lourdes en termes de pronostic pour les patients. L'insuffisance rénale, les complications pulmonaires post-opératoires, notamment le SDRA, enfin toutes les complications infectieuses que l'on connaît tous parfaitement. Une fois que le patient a développé ces complications-là, ça devient extrêmement compliqué. Tout à l'heure de l'admission en réanimation, parce qu'on voit aujourd'hui apparaître des papiers comme celui-ci, où l'équipe de l'étude EUSOS ressort les datas pour regarder justement si le fait d'avoir admis ou pas les patients en réanimation a finalement eu un impact sur le pronostic de ces 40 et quelques mille patients inclus dans l'étude ISOS, et en ajustant sur plein de choses dans leur modèle, ils tenaient compte de l'âge, du sexe, des comorbidités éventuelles, de la sévérité de la chirurgie, de la présence d'un certain nombre d'antécédents médicaux. Est-ce que oui ou non le fait d'admettre un patient en réanimation change quelque chose sur son pronostic post-opératoire? Quand on regarde ce travail publié dans ICM l'an dernier, la réponse est non, ça n'a absolument eu aucun impact sur le devenir et sur le risque de mourir de la chirurgie. Encore une fois, tout ce que l'on n'a pas fait pendant la chirurgie, c'est pas parce que le patient va être admis en réanimation que ça va être gommé, hein. Et donc cette étude pour moi elle a absolument aucun intérêt, aucun sens. Il est très clair pour moi en tout cas que d'admettre un patient en réanimation si on a travaillé comme un cochon pendant la chirurgie, ça n'a absolument aucun intérêt et aucun sens. Et admettre un patient en réanimation ne s'entend que si c'est pour poursuivre quelque chose qui a été initié pendant la période opératoire. Et encore une fois, la simple admission dans une unité de soins critiques ne va pas gommer les dysfonctions d'organes qui ont pu être initiées dès la période opératoire. Pour autant, et là les données, on les a, hein, ce que l'on va faire bien pendant la chirurgie ou ne pas faire bien pendant la chirurgie va conditionner le devenir ou une partie du devenir. Alors ça c'est une étude, l'étude Poise que vous connaissez probablement tous, hein, bêta-bloquant versus pas bêta-bloquant, enfin bref. Ce papier, enfin la présentation que j'en fais, elle n'a pas de rapport avec la question posée par l'étude. 8000 patients sont des patients à risque et ils ont regardé quelle était la signification de la survenue d'une hypotension artérielle sur la survenue d'un certain nombre de dysfonctions d'organes en post-opératoire. Et dans l'étude Poise, l'hypotension définie par une pression artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure ressortait comme un facteur indépendant et le facteur indépendant le plus significativement associé avec un risque de décès et un risque d'accident vasculaire cérébral en post-opératoire. Donc encore une fois, ce qui va se passer en péropératoire va conditionner le post-opératoire. Et dans l'étude Poise, bien évidemment, le fait d'être exposé à un traitement bêta-bloquant s'accompagnait d'une majoration du risque de voir apparaître des événements hypotensifs. Donc il est clair que ça conditionne le PER conditionne le post, mais le post a également un impact, et donc la façon dont on va gérer les patients derrière, c'est pour ça que de réfléchir au parcours de soins, ça a du sens, parce que dans cette étude, une analyse secondaire d'étude Poise 2, ils ont également montré que le fait de développer une hypotension dans les heures ou jours qui vont suivre la fin de la chirurgie était également associé statistiquement avec une majoration du risque de voir apparaître un critère qui était un critère composite de décès et ou d'infarctus du myocarde dans les 30 premières journées post-opératoires. L'hypotension, elle était encore une fois définie par une pression artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure. Donc, encore une fois, à la façon dont on prend en charge ces patients, c'est se poser la question du qu'est-ce qu'on peut proposer pendant, mais également qu'est-ce qu'il faut probablement proposer après, et où et comment est-ce qu'on fait, tout ça. Et si on ne s'intéresse qu'à une partie du problème, que ce soit le PER ou le post, probablement qu'on n'arrivera pas à démontrer que nos stratégies ont un impact favorable sur le pronostic de ces patients-là. Alors est-ce que le PER et la façon dont on gère le PER marche? On a envie de le penser. En tout cas, il y a aujourd'hui toute une foultitude d'études qui ont démontré que quand on se met autour on apprend le problème autour d'une prise en charge hémodynamique un peu personnalisée, on a un impact qui est favorable sur le pronostic, que le pronostic se juge également de mortalité. Alors cette méta-analyse, je la présente souvent parce que j'aime bien la façon dont elle a été conçue, au-delà du message qu'elle apporte. Ils ont eu l'idée, en tout cas, il faut reconnaître ça à Mauricio Cecconi, cette belle idée de classer les études incluses dans la méta-analyse en fonction du niveau de risque attendu des patients à leur inclusion dans les travaux considérés. Et donc par exemple, là vous avez les patients qui ont été inclus dans des études, enfin les études qui ont inclus des patients à plutôt faible risque de mortalité, 0 à 5%, des mortalités intermédiaires, 20%, et des mortalités plutôt attendues très élevées, supérieures à 20%, compte tenu des caractéristiques des patients inclus dans ces travaux-là.
Et quand on poule la totalité des données, donc ça représentait 27 études, et ben, il ressortait un effet bénéfique de ces stratégies d'optimisation hémodynamique personnalisées, entre guillemets, quel que soit le niveau de risque a priori des patients, que les patients sont à très faible risque ou bien évidemment à contrario au très haut risque de morbidité, le bénéfice ressortait. Par contre, quand on regarde ce que ça donne sur la mortalité, ces stratégies d'individualisation et d'optimisation hémodynamique individualisée, on réussit à leur retrouver un intérêt que pour les études qui se sont intéressées à des patients qui avaient un niveau attendu de risque extrêmement élevé, plus de 20% de mortalité attendue. C'est vraiment des patients qui ont une mortalité qui est proche de celle du sepsis. Par contre, quand on s'intéresse à des patients qui avaient un niveau de risque de mortalité très très faible, on ne retrouve pas d'effet bénéfique en termes de réduction de l'événement mortalité. Aussi, attention quand même, la méta-analyse elle est très bien faite, mais le nombre de patients concernés par cette méta-analyse, certes le nombre d'études est important, 32 études randomisées contrôlées, mais au total le nombre de patients est quand même pas délirant, c'est 1500 patients par bras, c'est pas non plus un niveau de preuve qui est juste délirant. La méta-analyse est très bien faite, mais ça s'intéresse quand même à des études qui ont inclus pour l'immense majorité d'entre elles des tout petits collectifs de patients. Vous voyez 29 versus 28, 50 versus 50, 60 versus 60. Donc les niveaux de preuve réels, ils sont à garder en tête. C'est basé sur des études qui ont souvent inclus des tout petits collectifs de patients. Pour autant, physiologiquement, on en a parlé un peu ce matin et hier également, tout ça fait sens puisque effectivement, accepter qu'un patient développe ou qu'en tout cas on laisse installer des conditions hémodynamiques propices au développement d'une dette tissulaire en oxygène, ça va faire le lit de la complication post-opératoire. Aujourd'hui, à peu près tout le monde est d'accord là-dessus. Il faut travailler sur l'optimisation notamment du transport artériel en oxygène et ou de ses composantes, afin d'essayer au mieux de faire en sorte que le transport soit en adéquation avec la consommation en oxygène. Et donc, ma stratégie hémodynamique, en tout cas celle que je vous propose, c'est celle qui consiste à essayer de faire en sorte que, autant qu'on peut, ce paramètre transport soit optimisé, et on a plein d'éléments sur lesquels on peut jouer. Et aujourd'hui, les moyens dont on dispose, proposés par les industriels, nous permettent de façon à faire en sorte que ce transport et cette consommation soient maintenus le plus longtemps possible, en tout cas en adéquation, sans pour autant aller mettre en place des stratégies de monitorage hémodynamique forcément extrêmement pointues, et on n'a pas forcément besoin, encore une fois, de faire du gradient véno-artériel en CO2 pour faire ça chez la plupart des patients qu'on prend en charge au quotidien. Donc l'enjeu, vous l'avez compris, il est essayer de maintenir cette adéquation, transport, consommation, et de mon point de vue, il n'est pas possible aujourd'hui d'identifier et d'isoler un paramètre au détriment d'un certain nombre d'autres, et il faut prendre en charge et en compte la totalité des paramètres dont on a parlé pendant ces quelques dernières heures. Si on ne s'intéresse qu'à la pression, ça ne pourra pas marcher. Si on ne s'intéresse qu'au volume d'éjection, ça ne pourra pas marcher. Il faut avoir une approche multiparamétrique, multimodale de notre prise en charge hémodynamique. Tout étant, encore une fois, basé sur l'idée qu'on va essayer de maintenir cette adéquation transport-consommation. Alors encore une fois, le transport, c'est quoi? Le transport, c'est le produit du débit par le contenu artériel en oxygène. Et donc quand on veut travailler sur le transport, il n'y a pas 50 millions de façons de faire. C'est soit on optimise le débit, soit on travaille sur le contenu artériel en oxygène. Et améliorer le contenu artériel en oxygène, c'est pareil, il n'y a pas 50 millions d'options pour le faire. C'est soit, à un moment donné, on travaille sur la saturation artérielle en oxygène chez les patients qui sont hypoxémiques, mais c'est finalement une frange infime de nos patients. Soit on travaille sur la concentration d'hémoglobine, et il y a un certain nombre de questions qui continuent de se poser sur finalement est-ce que de corriger ou d'amener le patient à des cibles et à des niveaux d'hémoglobine plus ou moins élevés peut avoir ou pas un intérêt en termes de pronostic. Et là il y a toute une littérature, la littérature foisonne d'études qui ont comparé des stratégies restrictives versus des stratégies libérales de transfusion avec des objectifs plus ou moins élevés de seuil d'hémoglobine. Ça, c'est un travail en réanimation, une stratégie restrictive qui a pour objet de maintenir le patient entre 7 et 9 grammes par décilitre d'hémoglobine, versus une stratégie libérale où le taux d'hémoglobine était un peu plus élevé, 10 à 12 grammes par décilitre. Critère de jugement sur le nombre de dysfonctions d'organes chez ces patients de réanimation, absolument aucune différence. 2 fois 400 et quelques patients, donc a priori pas d'impact ou pas de bénéfice en tout cas à maintenir des taux d'hémoglobine au-delà de 10 grammes par décilitre chez ces patients-là. Très bien, donc première étude. Deuxième étude, titre 2, c'est de la chirurgie cardiaque. Cette fois-ci, il y en a plein encore une fois. Les cibles, c'est 7,5 versus 9 grammes par décilitre. L'outcome, c'est de la fonction rénale jugée sur du RIFEUD, non, sur du CADIGO, pardon.
ou de la kin, c'était de la kin dans ce travail, pardon. Enfin bref, peu importe, de toute façon, il n'y avait pas de différence sur l'outcome rénal, selon que les patients étaient à 7,5, amenés à 7,5 ou maintenus à des cibles un peu plus élevées, au-dessus de 9 grammes par décilitre, donc pas de différence. Je vous en présente encore une dernière, la TRIX3. La TRIX3, bah, c'est pareil, c'est 7,5 versus cette fois-ci 9,5. Et encore une fois, pas de différence sur l'outcome, que ça soit jugé en termes de mortalité, d'événements cardiovasculaires ou d'accidents vasculaires systémiques, post-opératoire. Donc si on s'arrête à cette lecture purement factuelle de la littérature, bah, effectivement on a envie de se dire bah, ça ne sert à rien de transfuser les patients pour les amener au-delà de 9 ou 9,5 grammes par décilitre. 7 ou 7,5 suffit chez l'immense majorité de nos patients. Et là ils l'ont montré sur 2 fois 2500 patients. Super, 5000 malades, cette étude de mon point de vue n'a absolument aucun intérêt. Physiologiquement, je ne sais pas si quand je prends en charge mon patient, il se situe dans le bras restrictif ou dans le bras libéral. Il y a certains patients probablement pour lesquels ça peut faire sens que de les amener à une cible un peu plus élevée que les 7 ou 8 grammes par décilitre, ou à contrario d'autres, effectivement, vont pouvoir très bien tolérer 7,5 grammes par décilitre. Et j'en veux pour preuve une méta-analyse qui a été publiée récemment dans le BJA 2015, où quand on regarde ce que ça donne sur la mortalité en périopératoire, quand on compile les données de toutes les études qui ont comparé stratégie restrictive versus stratégie libérale de transfusion, on a l'impression quand même le signal qu'il est plus en faveur des stratégies libérales de transfusion au détriment des stratégies restrictives. Donc ça c'est encore une fois basé sur des études qui sont intéressées au contexte périopératoire, on sort du cadre de la réanimation. Et je pense, mais c'est mon point de vue, que pour la transfusion, comme plus individualisé, probablement plus physiologique des choses, et il y a un certain nombre de paramètres qui peuvent peut-être nous renseigner sur est-ce que mon patient à 7,5 grammes par décilitre d'hémoglobine il est bien, ou est-ce que dans les conditions cliniques, dans la situation clinique dans laquelle il est, que ce soit qui a peut-être besoin de le monter un petit peu plus haut que les 7 ou 8 grammes par décilitre qu'il a présentement. Et encore une fois, la saturation veineuse centrale en oxygène peut être un paramètre, je dis bien peut être un paramètre, ou pourrait être un paramètre qui pourrait nous guider. Encore une fois, l'idée étant que si la saturation veineuse centrale en oxygène est basse, quand bien même le patient il a 8, 9 ou 10 grammes par décilitre d'hémoglobine, alors 10 grammes c'est peut-être un peu excessif, mais s'il est à 7 ou 8 grammes par décilitre, peut-être que de lui apporter un concentré globulaire pour le monter à 8 ou 9 grammes, voire 10 grammes par décilitre d'hémoglobine, peut-être ça peut faire sens, parce qu'encore une fois, c'est le reflet nécessairement d'une inadéquation du transport et de la consommation. Et donc avoir une approche purement blanc-noir de la transfusion pour les seuils d'hémoglobine, c'est peut-être pas très logique que de faire ça. Et ramener ou apporter un peu de physiologie dans ce raisonnement pourrait faire sens, à ma connaissance, mais je vous interroge, peut-être vous les en avez vu passer, il n'y a pas une seule étude dans la littérature qui a évalué l'intérêt d'individualiser la cible de seuil d'hémoglobine amenant à une transfusion sur un paramètre physiologique autre que du 7 versus 9 grammes par décilitre ou du 7,5 versus 9,5 grammes par décilitre. Je ne sais pas si vous en connaissez, moi personnellement je ne connais pas une seule étude physiologique, enfin en tout cas avec un paramètre physiologique qui a été intégré dans le raisonnement. Si, je crois qu'il y a un peu avec la SCVO2, non ? En chirurgie cardiaque, je crois. En SCVO2, il y a à mon sens que les travaux de l'équipe de Lille, et c'est des cas rapportés de leur habitude et de leur expertise locale, mais il n'y a pas de travail prospectif sur cette approche-là. Et probablement que ça mériterait d'être évalué. Donc, encore une fois, le contenu artériel en oxygène, on peut jouer dessus. Je ne suis pas certain, encore une fois, de dire que 7 grammes par décilitre d'hémoglobine, ça va suffire chez tout le monde. Je ne sais pas si c'est vrai. Si on en croit les grandes études du New England, ça a l'air d'être le cas. Est-ce que c'est vrai pour tous nos patients? Je ne suis pas si sûr que ça. Et peut-être encore une fois que d'utiliser des paramètres comme la saturation veineuse centrale en oxygène, quand on est dans la zone grise, entre 7 et 9, peut-être que ça peut être quelque chose qui mériterait d'être pris en considération. Toujours est-il que le paramètre essentiel sur lequel on va jouer, et je pense que maintenant vous l'avez tous bien en tête, c'est le débit cardiaque. Et l'essentiel de la réflexion se fait sur une optimisation du volume d'éjection via des épreuves de remplissage vasculaire. On va passer vite là-dessus puisqu'on en parle et on a finalement parlé pratiquement que de ça depuis hier. Effectivement, ça nous renvoie au concept de Starling. Quand on optimise la précharge, on espère que cette optimisation de la précharge via du remplissage vasculaire va se traduire par une augmentation du volume d'éjection systolique et surtout du débit cardiaque. Et donc c'est comme ça que notre prise en charge aujourd'hui est orientée. On considère comme étant positive une épreuve qui se traduit par une augmentation d'au moins 10 à 15% du volume d'éjection systolique. On qualifie le patient de répondeur si cette augmentation est d'au moins 10 à 15% et à contrario le patient il est qualifié de non répondeur si l'augmentation de volume d'éjection systolique en réponse à une épreuve de remplissage est inférieure à 10%. Aujourd'hui donc c'est là-dessus que notre stratégie
potentiel basé. Tout ça est vrai, mais pas complètement, puisque, encore une fois, on en a parlé un petit peu brièvement hier, mais il y a plein de patients tous les jours au quotidien à qui vous allez faire ça. Vous allez leur apporter du fluide, le volume d'éjection va augmenter, mais il n'a juste pas besoin de remplissage vasculaire, ce patient, parce qu'à un moment donné, la situation hémodynamique ne le justifie pas nécessairement. Et quand on fait ça, en fait, on part d'une situation X, pour lequel votre moniteur, quel qu'il soit, va vous afficher une information volume d'éjection débit cardiaque, et vous allez vous mettre en disposition de tester la réserve de précharge. Vous allez apporter une quantité de fluide Y, ça va se traduire par une augmentation du volume d'éjection systolique. Super, mais so what quoi. C'est-à-dire que le volume d'éjection systolique a augmenté, mais est-ce que mon patient en avait réellement besoin? Ça reste une réponse à laquelle, pour l'instant, enfin une question à laquelle on n'a pas de vraie réponse. Et puis l'autre chose, alors ça c'est les recommandations, on va passer là-dessus. L'autre chose qui est vraie, c'est que quand on fait ça, on prend quand même le risque d'administrer des quantités de fluide dont le patient n'avait encore une fois pas forcément besoin et qui l'expose, à chaque fois que vous allez vous poser la question d'optimiser la précharge, à un apport de fluide qui peut être au final conséquent et exposer le patient à une certaine morbidité. Donc encore une fois, même si la logique est celle-ci, de considérer que toute l'hémodynamique va se résumer à une simple optimisation du volume d'éjection via des épreuves de remplissage vasculaire itératives, me semble être quelque chose d'assez réducteur. Et encore une fois, probablement qu'on a besoin d'autre chose pour dire est-ce que oui ou non, ce patient il a besoin qu'on lui améliore sa précharge via du fluide et du remplissage vasculaire. Ce d'autant que, et ça la littérature est de plus en plus riche également à ce sujet-là, quand on apporte des quantités de fluide importantes, ça se traduit par une certaine morbidité. Et aujourd'hui, par exemple, ce travail de 90 000 patients de chirurgie non cardiaque le suggère bien. Hein. À chaque fois que les patients sont exposés à des quantités de fluide un peu importantes, ça se traduit par de la morbidité, que la morbidité soit respiratoire, rénale, voire dans ce travail, il y a même un signal sur la mortalité à 30 jours. Pour autant, de ne pas le faire et d'adopter des stratégies aussi réductrices, encore une fois, que des stratégies restrictives ou libérales, comme ça nous l'est proposé dans l'étude RELIEF, dans laquelle simplement 10% des patients, entre guillemets, faisaient l'objet d'un monitorage du débit cardiaque, hein, donc vraiment une proportion infime de ces patients-là, c'est prendre le risque à un moment donné d'avoir des quantités d'apport qui sont insuffisantes pour le patient et également exposer le patient à une certaine morbidité. Et donc on ne peut pas faire, de mon point de vue, sans monitorage. Ça n'est pas possible. Alors l'étude RELIEF, rapidement je vous la présente. Je ne sais pas si tout le monde a vu cette étude. Stratégie restrictive versus libérale de remplissage vasculaire telle qu'elle a été proposée par l'équipe australienne de Paul Miles. Avec une approche noir-blanc, encore une fois, 6 versus 12 ou 5 versus 10, je ne sais plus exactement quel était les volumes, enfin c'était pratiquement du simple au double. Sur un gros collectif de malades, avec un critère de jugement qui, pour moi, n'a même pas véritablement de sens, c'est la probabilité, enfin le nombre de patients qui vont survivre à 1 an de leur chirurgie sans incapacité. En sachant que c'est pour l'essentiel d'entre eux des patients qui sont opérés de chirurgie digestive, et pour 40% de ces chirurgies digestives, c'était de la chirurgie colorectale. Heureusement que l'immense majorité des patients est vivante à 1 an sans incapacité après la chirurgie, donc ils n'ont absolument aucune différence avec des taux de patients, ils le reconnaissent d'ailleurs eux-mêmes dans le papier, des pourcentages de patients relevant du critère principal qui sont très très faibles, et donc ils étaient bien évidemment incapables de mettre en évidence de différences significatives sur le critère de jugement principal. Pour autant, les patients qui ont été soumis à une stratégie restrictive, et c'est un peu l'intérêt de ce travail, il ressortait qu'ils étaient significativement associés à une augmentation du risque d'insuffisance rénale. Et donc encore une fois, d'appliquer une stratégie aveugle de restriction liquidienne sans aucun monitorage, c'est prendre le risque à un moment ou à un autre d'exposer le patient à une insuffisance de fluide et à la survenue d'événements indésirables comme de l'insuffisance rénale en post-opératoire, ce que bien évidemment on ne souhaite pas. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut remplir tous les patients, d'une part, et d'autre part, cette stratégie, elle est certes basée sur une augmentation escomptée du volume d'éjection et du débit cardiaque, mais avec comme objectif final d'améliorer la perfusion tissulaire de nos patients dans un contexte où la perfusion est a priori insuffisante. Et c'est pas parce que vous augmentez le débit cardiaque que ça va se traduire nécessairement par une amélioration de la perfusion tissulaire d'une part, et d'autre part, le prérequis, c'est une augmentation de la précharge sous l'effet de l'épreuve de remplissage vasculaire. Sauf que la précharge sous l'effet d'une épreuve de remplissage vasculaire, elle n'augmentera que dans une seule condition, c'est si quoi? Si votre bolus de fluide se traduit par une augmentation de quoi? Du retour veineux, d'accord? Et quand on parle de retour veineux, c'est quoi? C'est
le bolus de fluide, il ne marchera que si ça se traduit par une augmentation de la pression systémique moyenne. Ok? Qui mesure la pression systémique moyenne aujourd'hui au lit de ces malades? Oh, le menteur. Personne fait ça. Personne fait ça. Alors que physiologiquement, c'est comme ça qu'on devrait faire. C'est est-ce que mon patient il a besoin et est-ce qu'il peut répondre via une amélioration de sa pression systémique moyenne? Et il ne faut pas oublier que le couplage retour veineux débit cardiaque va dépendre de deux choses. D'une part le retour veineux et d'autre part la fonction cardiaque. Et si votre épreuve de remplissage vasculaire ne se traduit pas par une augmentation du retour veineux, bah, c'est que par définition le bolus de fluide il en avait a priori pas besoin. Ce d'autant en plus qu'on a la possibilité de jouer sur le retour veineux par d'autres choses que du remplissage vasculaire. Et donc encore une fois, de dire pour tous les patients on va faire des bolus de fluide en escomptant que ces bolus de fluide vont se traduire par une augmentation du volume d'éjection et donc du débit cardiaque est une attitude qui est, de mon point de vue, probablement un peu trop réductrice. Quand on met les deux en parallèle, donc la courbe de retour veineux que vous avez en noir et la courbe de fonction cardiaque en rouge, ben on comprend bien que le débit cardiaque il va augmenter sous l'effet d'un bolus de fluide que si ça se traduit par une augmentation du retour veineux avec une augmentation de la pression systémique moyenne dans le même temps. D'accord ? C'est la seule condition dans laquelle l'épreuve de remplissage vasculaire va être réellement bénéfique. Le retour veineux, je vous le rappelle, c'est le rapport du gradient moteur, le gradient moteur étant la différence entre la pression systémique moyenne et la pression dans l'oreillette droite sur la résistance au retour veineux. D'accord ? Et on a la possibilité, encore une fois, de jouer sur cette pression systémique moyenne via d'autres choses que du fluide. On peut y jouer également via des vasopresseurs. Et l'administration d'un vasopresseur va avoir également, chez certains patients, la possibilité de jouer sur, de modifier la pression systémique moyenne. Et donc, encore une fois, aujourd'hui, notre attitude, c'est que du fluide. On ne raisonne quasiment que sur du fluide. Et c'est, de mon point de vue, probablement un truc qu'il va falloir qu'on améliore, en tout cas qu'on ait des outils qui nous permettent d'un petit peu mieux individualiser les choses. D'autant que les vasopresseurs, on en a largement parlé depuis hier, et c'est Marc, je crois, qui a présenté, ou Marc ou Mathieu, je ne sais plus, qui a présenté ce papier-là. Effectivement, quand on administre des vasopresseurs, on peut avoir un effet de remplissage vasculaire interne de l'ordre de 600 à 800 ml, via une mobilisation du sang contenu dans le territoire veineux, notamment au niveau splanchnique. On remet ce volume sanguin à distribution de la circulation cave, et donc on augmente le retour veineux par cet intermédiaire-là. Alors pour autant, administrer des vasopresseurs, c'est pas forcément non plus une très très bonne idée, et administrer des vasopresseurs notamment sans monitorage, et alors là pour le coup pas du tout une bonne idée, parce qu'on a parlé hier matin. Effectivement, dans plein de cas, ça va se traduire par une augmentation du retour veineux que d'administrer un vasopresseur, et notamment de la noradrénaline. Par exemple, dans ce travail, vous voyez le fait d'avoir administré de la noradrénaline par rapport à une situation baseline. Donc, vous avez la courbe de retour veineux qui est là en baseline. Après administration de noradrénaline, ce qui se passe, c'est qu'on a une amélioration, enfin une augmentation de la pression systémique moyenne. On passe de 20 à 23 ou 24 mm de mercure de pression systémique moyenne sous l'effet de l'administration du vasopresseur. Donc on augmente la pression systémique moyenne. Les deux pentes sont strictement parallèles, donc on n'a pas d'impact négatif sur la résistance au retour veineux. Et donc effectivement, dans ce cas-là, l'administration du vasopresseur se traduit par une augmentation du retour veineux et de ce fait une augmentation du débit cardiaque. Par contre, l'administration d'un vasopresseur, elle peut avoir l'effet complètement différent, à savoir que on va certes augmenter la pression systémique moyenne sous l'effet du vasopresseur, mais on va avoir un impact qui va être négatif sur la résistance au retour veineux. La résistance au retour veineux augmente, et dans ce cas-là, le retour veineux il n'augmente pas, il diminue, et dans ce cas-là, ça se traduit par une diminution du débit cardiaque. Et pour cette raison-là, je pense, mais ça n'engage que moi, qu'il n'est pas légitime d'administrer un vasopresseur en perfusion notamment continue. Je ne parle pas du petit bolus de 3 ou 6 mg d'éphédrine que vous allez faire pour corriger une hypotension post-induction, mais d'administrer un vasopresseur en perfusion continue sans un monitorage du débit cardiaque pour vérifier que ça ne se traduit pas par un effet délétère, notamment sur le débit cardiaque, qui sera le reflet de ce qui peut éventuellement se passer au niveau de la résistance au retour veineux, même si on ne la mesure pas en routine. Donc ok, on a besoin de fluide, on a aussi probablement besoin de vasopresseurs, et les vasopresseurs on en a notamment besoin, et ça pour le coup ça a été largement abordé hier, parce qu'aujourd'hui on comprend et on connaît un petit peu mieux les objectifs en termes de pression artérielle, et nos objectifs en termes de pression artérielle on les a souvent laissés de côté. Grosso modo les 15 ou 20 dernières années ont été passées à raisonner que sur le débit, et l'optimisation du débit via du remplissage vasculaire, pas tellement sur la pression artérielle.
La pression artérielle, on s'y intéresse un petit peu plus aujourd'hui, et notamment à des approches un peu personnalisées des objectifs de pression artérielle. Alors quand on parle d'objectifs personnalisés de la pression artérielle, je vous reparlerai brièvement de l'étude INPRESS, mais on a abordé le problème par un tout petit bout de la lorgnette, hein, en se disant bah, nous on va se fixer comme objectif cible la pression artérielle de référence du patient, la pression habituelle du patient. Et si on veut vraiment raisonner en termes d'individualisation des objectifs de pression artérielle, c'est de ça dont il faudrait idéalement se préoccuper, c'est-à-dire la pression dont le patient il a réellement besoin pour maintenir sa perfusion tissulaire. Et la perfusion tissulaire, elle dépend de la pression d'alimentation, mais également de la pression de retour. Et donc ça intègre également donc effectivement le paramètre pression artérielle moyenne, mais ça intègre également le paramètre pression critique de fermeture. Ça intègre la pression systémique moyenne et la pression veineuse centrale. Et de ne considérer la perfusion que sous l'angle de la pression artérielle moyenne, c'est faire abstraction de tout le reste, de la pression systémique moyenne, de la pression veineuse centrale. Et il y a aujourd'hui des auteurs qui proposent non pas de cibler les approches thérapeutiques sur la pression artérielle moyenne, mais plutôt de cibler l'approche sur de la pression de perfusion moyenne. La pression de perfusion moyenne étant la différence entre la pression artérielle moyenne et la pression veineuse centrale. Et donc en gros vous avez la pression d'entrée et un des paramètres de la pression de sortie, et c'est ça qui vous renseigne sur la pression de perfusion moyenne. Et il y a des travaux notamment vachement intéressants en réa chez des patients septiques, avec comme objectif, c'est pas des objectifs thérapeutiques, mais des comportements de patients qui sont clairement différents selon le niveau de pression de perfusion moyenne auquel ils ont été exposés pendant la réanimation de leur choc initial. Ce d'autant que la pression de sortie, elle va être influencée par le contexte clinique, et la pression dont va avoir besoin un patient doit idéalement prendre en compte le contexte clinique. Déjà, en fonction de l'organe considéré, les cibles de pression ne sont probablement pas les mêmes, d'une part, et d'autre part, il y a un certain nombre de conditions cliniques que vous connaissez tous, dans lesquelles, fatalement, les objectifs de pression vont être différents. Et un patient qui a une augmentation de sa pression intracrânienne aura probablement des objectifs de pression qui seront différents. Un patient qui a une augmentation de sa pression intra-abdominale aura également possiblement des objectifs de pression ou des cibles des besoins de pression qui vont être différents. Bref, le contexte clinique doit être pris en compte dans l'individualisation de notre approche, thérapeutique. Pour autant, il reste vrai, et ça c'est Mathieu qui l'a présenté hier, il reste vrai que exposer un patient à une insuffisance de pression artérielle est accompagné d'un certain nombre d'événements préjudiciables en termes d'insuffisance rénale, de dysfonction du myocarde, et que ça apparaît extrêmement rapidement, puisque dans ce travail, encore une fois de l'équipe de Cleveland, dès 1 à 5 minutes d'exposition à une insuffisance de pression artérielle, l'insuffisance de pression artérielle étant définie par une pression artérielle moyenne inférieure à 55 mm de mercure, on avait une augmentation du risque de voir apparaître ces événements indésirables. Ok, super. Pour autant, tout ça est très réducteur, enfin probablement très réducteur, puisque la pression artérielle, ok, c'est le produit du débit par les résistances, mais à l'occasion d'une anesthésie générale, il y a plein d'éléments et plein de situations qui vont s'accompagner d'une modification de l'un, de l'autre, voire d'une modification des deux. Et autant administrer un vasopresseur chez quelqu'un qui a une diminution de son tonus vasculaire, comme c'est le cas à l'occasion d'une anesthésie générale, ça a du sens. Mais si les résistances n'ont pas bougé, si le tonus est correct, mais que c'est simplement une modification du débit cardiaque, ça n'a pas beaucoup de sens non plus. Enfin, bref, toutes ces situations-là, vous les connaissez parfaitement. Et une pression artérielle insuffisante, ça peut être la conséquence d'une diminution du tonus vasculaire, d'un tonus vasculaire anormal, d'une dysfonction cardiaque, d'une hypovolémie. Bref, pour faire le diagnostic du bon traitement, il faut avoir également le bon diagnostic et les bons outils. Et les bons outils, c'est certainement un moniteur de monitorage du débit cardiaque, sûrement, mais c'est certainement aussi un monitorage, et a priori plutôt continu de la pression artérielle que discontinu, mais c'est aussi, et je crois que c'est toi Jean-Luc qui en a parlé hier, se poser la question à un moment donné de l'utilisation du BIS ou d'un capteur de mesure de la profondeur d'anesthésie, parce qu'une part non négligeable de tous ces événements hémodynamiques n'est que la conséquence d'un hypnotique inhalé ou intraveineux, et il est possible de traiter hémodynamiquement très efficacement un patient simplement en réajustant la quantité d'hypnotique que vous lui administrez. Et donc monitorer de façon hémodynamique un patient, c'est ça, mais c'est sûrement aussi ça, parce que si vous n'avez pas cette information-là, ça risque d'exposer le patient à du fluide par excès, du vasopresseur par excès, là où finalement le traitement, c'était surtout et avant tout de diminuer la concentration de l'halogéné que vous étiez en train de lui administrer. Donc cette approche multimodal, multiparamétrique doit probablement aussi intégrer ce type de moniteur. Et puis c'est aussi accepter l'idée que
tous nos objectifs doivent être probablement un petit peu revus. La Surviving Sepsis Campaign, vous le disiez hier, dit qu'il faut cibler une pression artérielle moyenne de 65 mm de mercure. Les recommandations françaises communes SPHAR et CRLF sur la prévention de la dysfonction rénale post-opératoire disent qu'il faut 60-70 de pression artérielle moyenne. Mais ça ne veut pas dire que le patient dont je suis en train de m'occuper, qui a peut-être une hypertension ou qui a l'habitude de travailler sur des chiffres de débit différents ou des chiffres de pression différents, il n'a pas besoin que je lui montre son débit et ou sa pression à des valeurs un peu supérieures à ce que nous disent ces recommandations-là. Donc il faut individualiser nos approches et nos cibles thérapeutiques. Ça, c'est la courbe d'autorégulation. Vous connaissez ça par cœur, la courbe d'autorégulation. La courbe d'autorégulation chez un patient qui est hypertendu, elle est déviée à droite. Et donc par définition, le point en dessous duquel le flux va être strictement dépendant de la pression, va survenir pour des valeurs de pression qui seront un peu plus importantes. Donc c'est pas illogique de se dire que chez les patients hypertendus, il faut probablement se fixer des objectifs de pression artérielle un peu plus importants, en sachant que l'autorégulation du rein, elle est différente de l'autorégulation du cerveau, avec des objectifs de pression qui vont être également différents. Et donc on a besoin de réfléchir sur ces seuils-là. Ça, c'est la courbe d'autorégulation au niveau cérébral. Vous connaissez ça par cœur, la pression de perfusion cérébrale, la pression artérielle moyenne, la pression intracrânienne. Au global, ça donne un peu une courbe qui a cet aspect-là, mais quand vous regardez patient par patient, en fait, il y a des comportements de patients qui sont totalement hétérogène, et de maintenir une pression à par exemple 60 mm de mercure chez ce patient-là, ça sera très insuffisant si votre patient il est là, ou excessif si votre patient il est plutôt par là. Donc on a besoin d'individualiser notre approche thérapeutique et de ne pas appliquer à chaque patient les règles qu'on applique chez l'immense majorité des patients. Alors c'est pour ça qu'on avait assez modestement voulu essayer d'apporter une première pierre à l'édifice avec l'étude INPRESS, en se disant un truc qu'on contrôle parfaitement en anesthésie, c'est la pression de référence du patient. Et donc pourquoi ne pas proposer de cibler notre approche thérapeutique sur une approche individualisée, ciblant la pression artérielle habituelle du patient en utilisant une perfusion continue de noradrénaline. Et donc c'est ça qu'on avait fait en comparant donc ces deux stratégies par rapport à une stratégie habituelle chez un petit collectif de patients, parce que ça n'a été que 300 patients randomisés, 298 patients retenus dans l'analyse, et effectivement on avait montré que ça avait un impact sur le pronostic, mais ça n'est encore une fois qu'une première étude qui n'a appréhendé le problème que sous un tout petit angle de la lorgnette, simplement sur l'aspect pression artérielle cible, sans tenir compte du reste du contexte clinique éventuel, et qui n'est bien évidemment du coup pas transposable à d'autres conditions expérimentales que celles dans lesquelles l'étude INPRESS a été faite. Toujours est-il que dans cette étude, vous voyez que notamment on avait un bénéfice sur la fonction rénale des patients en post-opératoire, avec moins de patients qui développaient des dysfonctions rénales en post-opératoire. Alors ce qu'on oublie souvent dans l'étude INPRESS, c'est que tous les patients étaient monitorés en termes de volume d'éjection systolique. Ils avaient tous un monitorage en parallèle, et que finalement quand on regarde les quantités de fluide que ces patients ont reçus, il n'y avait pas de différence statistiquement significative, en tout cas entre les deux bras de randomisation. Quand on regarde au global la quantité de fluide reçue par les patients, la quantité de fluide elle était à peu près équivalente. Il n'y avait pas non plus de différence sur le débit cardiaque entre le début et la fin de la chirurgie, il n'y a pas de différence sur la transfusion, et ainsi de suite. Voilà pour ce que je peux vous proposer. Alors ma stratégie intégrée au multimodal, c'est une stratégie qui doit identifier tous ces paramètres. Alors je ne sais pas si on aura aujourd'hui ou demain en tout cas un moniteur qui nous permettra d'avoir tout ça simplement en routine pour tous nos patients, mais il me paraît important d'intégrer tous ces paramètres dans un espèce d'algorithme qu'on va personnaliser aux patients, et dans certains cas, effectivement ça se traduira par peut-être de l'administration de remplissage vasculaire, en escomptant que le fluide qu'on va apporter va se traduire par une augmentation de la pression systémique moyenne et donc une augmentation de son volume d'éjection systolique. Mais chez d'autres patients ou à d'autres moments de la prise en charge, ça sera peut-être de la transfusion sanguine. Peut-être qu'il y a certains patients, encore une fois, qui ont besoin qu'on leur administre un peu plus de sang pour augmenter leur taux d'hémoglobine, augmenter leur contenu artériel en oxygène, peut-être. Et puis quand c'est ni des fluides ni du sang, ça peut être des médicaments vasopresseurs ou des inotropes. Et ce choix-là, il faut le faire en prenant en compte l'impact que peuvent avoir également tous ces médicaments et les effets indésirables potentiels de ces médicaments sur un certain nombre de paramètres. Et encore une fois, si vous décidez d'administrer un vasopresseur,
il faut certes regarder quel est l'impact du traitement sur la pression, puisque c'est ce pourquoi on l'administre, mais également se préoccuper de l'impact potentiellement délétère sur le débit cardiaque de votre vasopresseur. Si vous décidez d'administrer un vasopresseur, encore une fois, peut-être que ce médicament il va avoir un impact délétère sur la contractilité ou sur la post-charge de votre patient, et donc ça, il faut qu'on soit capable de le mesurer. Et donc une prise en charge hémodynamique intégrée doit, de mon point de vue, intégrer tous ces paramètres. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le monitorage hémodynamique multimodal que je propose, c'est au minimum, bien évidemment, un monitorage de la fréquence cardiaque et de la pression. Ça, aujourd'hui, tout le monde le fait pour tout le monde. Ça doit probablement intégrer un monitorage de la profondeur d'anesthésie pour éviter de traiter des surdosages en hypnotique. Un monitorage de la saturation, même si ce n'est pas de l'hémodynamique. La saturation est un élément qui rentre dans le détail du contenu artériel en oxygène, et donc un patient qui est hypoxémique, il faut pouvoir le diagnostiquer. C'est probablement également un monitorage de l'hémoglobine, probablement également l'hémoglobine couplée à la saturation veineuse centrale en oxygène, même si encore une fois il n'y a pas de travaux qui l'ont évalué de façon prospective, et bien évidemment il y a intégré un monitorage du débit cardiaque et ou du volume d'éjection systolique. Voilà, je vous remercie, et puis si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Déjà, merci infiniment, Manu, pour cette synthèse, finalement, qui tiendra lieu de conclusion, même si on a encore un topo sur l'approche médico-économique. Je vous avais promis un truc et je suis passé vite. C'est ça, c'est ma vision de ce qu'on peut proposer. En tout cas pour moi, un cas parfait de ce que doit être aujourd'hui la médecine périopératoire. Et Mathieu Bier vous a rappelé hier que un décret récent qui date de l'année a modifié le libellé de notre discipline au niveau du CNI. Donc effectivement, notre discipline s'appelle maintenant anesthésie, réanimation et médecine périopératoire. On a là une incarnation parfaite, je crois, de ce que doit être la médecine périopératoire, depuis le malade de soins critiques jusqu'au malade moins critique, et la façon dont on va devoir l'accompagner, comprendre les problèmes qu'il rencontre et le monitorer tout au long de sa période périopératoire, et pas seulement au bloc opératoire en s'arrêtant à la sortie du bloc opératoire. Mieux que le talent, il y a la mesure. Mieux que le talent, il y a la mesure. Plus vous mesurez, moins vous pariez. Moins vous pariez, moins vous vous trompez, statistiquement. Une évidence. Une évidence. Il faut juste l'accepter, c'est pas déshonorant. Et puis, grâce au développement des technologies et au progrès de l'industrie, on a à notre disposition des outils de plus en plus nombreux, de moins en moins invasifs, qui ont tous des limites. Il faut les connaître. Certains sont plus adaptés que d'autres à certaines typologies de patients. Il faut savoir décider les bons outils pour le bon patient en fonction des objectifs que l'on se fixe. Et puis il faut tester ce que l'on met en place au niveau thérapeutique, c'est-à-dire non pas se contenter d'intervenir, corriger une hypotension, donner du remplissage, je veux dire administrer un vasopresseur, mais mesurer les effets du traitement que l'on met en place, savoir faire machine arrière. Si on se trompe, on a le droit de se tromper, on a le droit de se tromper. Il faut juste être capable d'en prendre conscience par la mesure et faire machine arrière ou ne pas s'enfoncer dans l'erreur. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des choses à ajouter sur... Dans le cadre de la médecine préopératoire pour la gestion de l'hémoglobine, et il y avait un article là dans le dernier numéro de l'ASFA sur la prise en charge préopératoire de l'hémoglobine, voir s'il y a une anémie en préopératoire, s'il ne faut pas déjà là s'occuper de ça, quitte à reporter ou à contre-indiquer temporairement le patient. Je crois que c'est le concept de blood patient. Comme ça, je pense que c'est important aussi. Aujourd'hui, la gestion de la transfusion chez patient chirurgical, on l'a approché, de mon point de vue, d'une façon, encore une fois, blanc-noir.
Et voilà, en gros, c'est soit on est dans la case pour le PEROP, hein, je ne parle même pas du prêt, mais pour le PER du 7 ou 9 grammes par décilitre, ça n'a pas vraiment de sens. C'est comme stratégie restrictive ou libérale de remplissage vasculaire, c'est le même problème. Certains patients qui ont probablement plus besoin d'être dans la case libérale que dans la case restrictive, et l'inverse est probablement vrai pour d'autres. Et de vouloir résoudre la totalité des problèmes de notre quotidien en appliquant des stratégies A versus B aussi simplistes, pas simplistes, que ça me semble pas être une très bonne façon de voir les choses. Ouais. Je vais faire un petit peu de publicité. Dans le tableau, là, pardon. Non. Ouais. Je sais que vous mettez le 10 dans le tableau. Alors c'était vraiment des outils de mesure du volume ou du débit. Hein. Oui, d'accord. Le BIS, je le mets partout. Moi aussi, je vais vous le dire. Nous, on le met partout. Et dans la salle, on peut demander combien il y a de gens qui utilisent le 10 de manière régulière? Dans 100% des cas. Dans 100% des cas? Déjà, c'est du travail sur cardio. Oui. Après, il y a un recrutement de malades particulièrement graves et de chirurgie particulièrement lourde. Hein. Non, mais moi, je trouve que c'est très bien. Mais c'est 100% des interventions. Mais finalement, ils en ont pris l'habitude. Et il y a le BIS sur de la chirurgie thoracique lourde, sur de la chirurgie vasculaire lourde, sur de la chirurgie cardiaque. Mais il y a aussi le BIS finalement sur de la chirurgie beaucoup moins lourde, parce que le cardio thoracique et vasculaire, c'est pas que des malades lourdissimes. Hein. Donc, c'est des interventions beaucoup plus simples. Et moi, ce que j'observe, c'est que le BIS, il est utilisé dans 100% des cas. Et je ne sais pas si vous sauriez encore faire 100. Moi, je ne saurais plus. Je crois que je ne saurais plus. Ce qu'on appelait steak frites salade avant. Alors, je fais un tout petit peu de publicité parce que la plupart des orateurs là, qui sont intervenus depuis hier ont la gentillesse de collaborer aussi à la rédaction d'un ouvrage qui va sortir au printemps prochain, au mois de mars, chez Arnett, dans la collection Podcast et de monitorage hémodynamique périopératoire, où un certain nombre des images, des diapos que vous avez vues là, vous allez les retrouver sous forme de figures, sous forme de tableaux, notamment la dernière, celle que vient de l'afficher Alice. Et cet ouvrage viendra compléter tout ce qu'on a dit ici. Merde, je me suis pas déconnecté. J'espère qu'il sera utile